à son oncle et sa tante, de parler de ce qu'elle ressent. Parce que je rappelle que Kaylee a un petit don, enfin petit, a un grand don. C'est qu'en fait elle peut ressentir lorsque les gens vont bientôt mourir. Mais lorsqu'elle en a parlé à son oncle et sa tante, ils l'ont envoyée dans un asile psychiatrique. Donc elle est un peu réticente à de nouveau leur en parler. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais je trouve que ça fait un bruit divin. Bon allez, je vais te lire le chapitre 4. J'adore la couverture, je la trouve tellement belle. Chapitre 4. Nash me raccompagna chez moi 2 heures avant le moment où je devais me rendre au travail. Dès que j'eus franchi la porte d'entrée, une forte odeur de frisia me donna un mal de tête instantané. Sophie était rentrée. Ma cousine se leva du canapé, d'où elle m'avait de toute évidence épiée à travers les rideaux, et posa ses mains fines et soigneusement manucurées sur les os saillants de ses hanches, qui ressortaient au-dessus de la ceinture de son jean moulant taille basse. « C'était qui ?» demanda-t-elle alors que ses yeux plissés disaient clairement qu'elle avait déjà un suspect en tête. Avec mon plus gracieux sourire, j'entrai dans le vestibule. « Mon petit ami. Et comment s'appelle-t-il » Elle me suivit dans ma chambre et s'assit sur mon lit défait, comme en territoire conquis, ou comme si nous avions été amis. Sophie ne jouait à ce petit jeu que quand elle voulait obtenir quelque chose de moi, en général que je lui prête de l'argent ou que je la conduise quelque part en voiture. Cette fois-là, elle cherchait visiblement à m'extorquer des informations, des ragots pour alimenter le foyer de rumeurs que ses amis et elle entretenaient à l'école. Mais il était hors de question que j'attise les flammes. Je lui tournai le dos pour vider mes poches sur la commode. Ça ne te regarde pas. Dans le miroir, je vis une expression de mauvaise humeur se peindre sur son visage et une moue de dépit déformer ses traits de petit lutin. Le problème, quand on a l'habitude d'obtenir tout ce que l'on veut dans la vie, c'est que l'on n'est pas préparé à affronter la déception lorsqu'elle se présente. Je me faisais toujours un plaisir d'initier Sophie à la déception. Maman dit qu'il est en terminale, affirma-t-elle. Ramenant ses jambes sous elle s'assit en tailleur sur mon lit, et avec ses chaussures encore. Comme je ne répondais pas, elle lança un regard furieux à mon reflet dans le miroir. Je peux découvrir qui c'est, si je veux. Ça me prendra quoi, 2 secondes ? Si c'est comme ça, pourquoi tu me le demandes ? Répliquai-je, tout en relevant mes cheveux pour les attacher en queue de cheval, puisque tu as l'air de te prendre pour Nancy Drew. Alors en bas, il y a une petite note. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Nancy Drew, elle est connue en France sous le nom d'Alice Roy. Et c'est une jeune détective américaine, héroïne de nombreux romans pour la jeunesse, publiée en français dans la collection Bibliothèque verte. On y fait référence dans Riverdale pour ceux qui connaissent. On y fait référence pour Betty. Voilà, on referme la petite parenthèse. De fines ridules se formèrent autour
m'écrasait sur la tringle. Sors d'ici, ordonnai-je. Il faut que j'aille travailler pour pouvoir payer l'assurance de ma voiture. Sophie devait attendre encore 5 bons mois avant de pouvoir passer son permis, et ça la rendait dingue que j'aie le droit de conduire et pas elle. Ma voiture était le plus beau cadeau que mon père m'ait jamais fait, même si elle était d'occasion, et même s'il ne l'avait jamais vue pour de vrai. À propos de voiture, celle de ton petit copain me dit quelque chose. Laissa tomber Sophie. Une petite Saab gris métallisé avec des sièges cuir, c'est bien ça. Elle se leva et se dirigea d'un pas tranquille vers la porte, balançant ses hanches étroites et inclinant la tête d'un air absorbé. Le siège arrière est tout à fait confortable, reprit-elle, même s'il est un peu déchiré sur le côté. À ces mots, je me rendis compte que je grinçais des dents. Dis bonjour à Nash de ma part, roucoula-t-elle, une main posée sur la poignée de ma porte. Puis, en l'espace d'une seconde, elle se métamorphosa. D'horrible mégère, elle prit l'air d'un bon samaritain. Je ne cherche pas à te vexer, Kaylee, mais je crois qu'il faut que tu saches la vérité, dit-elle avec toute la feinte innocente dont elle était capable. Il se sort de toi pour m'atteindre. C'était trop. Je sentis la moutarde me monter au nez et lui claquer la porte à la figure. Poussant un glapissement, Sophie retira sa main d'un geste vif, juste à temps pour éviter de se faire écraser 4 doigts. Je serrai le poing sur le polo de mon uniforme avant de le jeter sur la couette, à l'endroit où son petit derrière de danseuse avait laissé son empreinte en creux. Elle a tout faux, me répétai-je pour m'en convaincre. Puis, j'examinai mon reflet dans le miroir pour essayer de me voir tel que les autres me voyaient, tel que Nash me voyait. Certes, je n'avais pas la minceur de Sophie, ni les courbes pleines d'Emma, mais je n'étais pas hideuse non plus. N'empêche, Nash méritait tout de même mieux que moi. Était-ce pour cette raison qu'il ne m'avait pas embrassée? N'étais-je à ses yeux qu'un bouche-trou commode entre 2 petites amies, ou bien une fille que l'on invite à sortir par pitié? La bénéficiaire d'une sorte de programme social d'aide aux personnes défavorisées, concocté pour les sportifs au grand cœur. Jamais de la vie. On ne passe pas autant de temps à parler avec quelqu'un à qui on ne trouve aucun intérêt. Même quand on ne cherche qu'une petite aventure pour combler un vide temporaire dans sa vie sentimentale. Surtout qu'il y avait des filles plus faciles à draguer que moi. Quoi qu'il en soit, un second avis sur la question ne pouvait pas me faire de mal. Téléphone en main, je m'affalai sur mon lit et composai le numéro d'Emma. Espérant que sa mère lui avait rendu son mobile, je retins mon souffle. Ça aurait été trop beau. 2 interminables minutes après que j'eus expédié le texto. Tu peux parler. La réponse s'afficha. Elle est toujours punie. Tu la verras au travail. Emma n'aurait jamais dû apprendre à sa mère à envoyer des SMS. Je lui avais bien dit qu'il n'en sortirait rien de bon. Selon nos horaires de travail prévus pour ce jour-là, Emma et moi devions faire équipe. C'est ainsi que, tout en vendant des tickets pour le dernier dessin animé en images de synthèse et l'incontournable comédie sentimentale, je la mis au courant de mon rendez-vous avec Nash. Pendant la pause du dîner, tandis que, installés dans un coin retiré du snack bar, où personne ne pouvait nous entendre, nous partagions quelques pretzels et des frites au fromage. Je lui parlais de Heidi Anderson et lui racontais ce que sa sœur n'avait pas été en mesure de lui apprendre. Emma fut fascinée par la justesse de ma prédiction. Elle se déclara du même avis que Nash. Il fallait que j'en discute avec mon oncle et ma tante. Encore que, pour Emma, il s'agissait moins de m'aider à décider de ce que j'allais faire de mes macabres talents que d'asséner un bon « je vous avais prévenu » à ma famille. Mais, encore une fois, je déclinai le conseil. Je n'avais aucune envie de revoir le docteur Nelson, celui des attaches-poignets et des pilules qui vous transforment en zombie. Pour tout dire, je me raccrochais à l'espoir que ma prochaine prémonition, s'il devait y en avoir
en suspens au-dessus de la patère où son blouson était accroché. « Viens voir, il faut que tu entendes ça. » Elle ouvrit plus grand la porte et s'effaça pour me laisser passer. J'hésitais. Visiblement, les nouvelles qu'elle apportait n'étaient pas bonnes, et j'estimais avoir déjà eu mon compte d'histoires cauchemardesques et déprimantes pour le moment. « Je ne plaisante pas, » insista-t-elle, « c'est trop bizarre. » Avec un soupir, j'enfonçai les mains dans mes poches et la suivis dans le couloir, 8 mètres de linoléum boisseux, à travers le hall d'entrée, jusqu'au comptoir où l'on vendait des friandises et des rafraîchissements. Jimmy Barnes était occupé avec un client, mais dès qu'il vit qu'Emma voulait lui parler, il expédia sa commande en cours avec une telle précipitation qu'il faillit oublier d'arroser le pop-corn de beurre. Il faut dire qu'il en pinçait pour Emma. Il n'était pas le seul. « Te revoilà déjà !» Après m'avoir adressé un signe de tête, il se pencha en avant, ses 2 bras grassouillés appuyés sur le comptoir de verre, les yeux rivés sur Emma, comme si elle avait détenu dans son regard tous les secrets de l'univers. Les doigts de Jimmy étaient jaunis par le faux beurre, et il sentait le pop-corn et le soda au gingembre qui avait dégouliné sur son tablier noir. « Peux-tu répéter à Kaylee ce qu'a dit Mike ?» lui intima Emma. Le sourire niais d'adolescent amoureux s'évanouit sur le visage de Jimmy. Il se redressa pour nous faire face à toutes les deux. « C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. » Il tendit le bras sous le comptoir pour attraper une pile de seaux en carton géant, emballés dans du plastique et, tout en parlant, se mit en devoir d'embourer le distributeur. « Tu connais Mike Powell, bien sûr. »« Oui, évidemment, » répondis-je, avec un regard interrogateur, en direction d'Emma, qui se contenta de hocher le menton vers Jimmy, m'invitant sans mot dire à lui prêter attention. Jimmy appuya sur une pile de gobelets retournés qui s'enfoncèrent dans un trou du comptoir pour faire de la place à d'autres récipients. Aujourd'hui, Mike a travaillé au snack bar de la salle d'Arlington. Il remplaçait un type qui s'est fait virer pour avoir craché dans le coca d'un client. « Oh oui, on peut avoir du popcorn par ici. » Devant la caisse, un homme d'âge moyen trépignait, flanqué d'une petite fille, suçant son pouce, et d'un garçon un peu plus âgé dont le regard et les pouces étaient scotchés sur une console PSP. « Qu'est-ce que ce sera pour vous, monsieur? Un maxi popcorn ?» Jimmy leva un index pour nous demander de l'attendre 1 minute et se tourna vers la machine à popcorn la plus proche. J'en profitai pour extirper mon téléphone de ma poche et vérifier l'heure. Il était 21h passées et je mourais de faim. Sans compter que je ne tenais pas particulièrement à écouter l'histoire tordue et terrifiante que Jimmy avait à nous raconter, quelle qu'elle soit. Lorsque les clients repartirent avec leur plateau en carton plein de cochonneries à manger et à boire, Jimmy revint vers nous. Donc, il y a environ une demi-heure, Mike téléphone complètement affolé et raconte qu'une fille est morte cet après-midi, juste devant sa caisse. Elle est tombée raide morte, son gobelet de popcorn encore à la main. Une horreur muette me saisit, me glaçant de l'intérieur. Je lançai un regard à Emma qui, la mine sombre, me répondit par un hochement de tête. Comme je me tournai de nouveau vers Jimmy, un terrible sentiment de malaise se répandit dans les profondeurs de mon être, grimpant à l'assaut de ma colonne vertébrale, comme une multitude de tentacules de glace. « Tu parles sérieusement ?»« Tout à fait, » répondit Jimmy, en enroulant l'extrémité du sachet en plastique autour des gobelets restants. Mike dit que c'était hallucinant. L'ambulance a emporté la fille dans un de ces foutus sacs à cadavres. Et le directeur a fermé la salle et distribué à tous les clients des tickets valables pour d'autres séances. Et les flics ont posé plein de questions à Mike pour essayer de comprendre ce qui s'était passé.
Une sourde appréhension couvant lentement comparée à l'éruption soudaine de panique que j'avais ressentie en apercevant le voile d'ombre autour de Heidi. Les deux morts étaient liés. C'était indéniable. Emma m'observait. Je devais avoir l'air aussi patraque que je me sentais mal en point, car elle posa une main sur mon épaule. « Merci, Jimmy, dit-elle. On se revoit mercredi. » Sur le chemin du retour, Emma desserra sa ceinture de sécurité et pivota sur le siège passager pour me scruter dans la pénombre. L'air à la fois sombre et fasciné. « Tu ne trouves pas ça délirant, toi? D'abord, tu prédis la mort de cette fille au tabou. Et ce soir, une autre fille tombe raide morte au cinéma, exactement comme la nuit dernière. » Je mis mon clignotant pour doubler une voiture dans la file de droite. « Ce n'est pas pareil, objectai-je, bien que la même idée me soit venue à l'esprit. Heidi Anderson était saoule, elle est probablement morte d'un coma éthylique. »« Non, contesta Emma en secouant la tête. Elle était ivre, d'accord, mais pas à ce point-là. J'esquissais une moue de contrariété. Le tour que prenait la conversation me mettait mal à l'aise. Alors c'est qu'elle a perdu connaissance et s'est cognée la tête en tombant. Si c'était le cas, tu ne crois pas que les flics en seraient arrivés à cette conclusion depuis longtemps? Rétorqua Emma, une main levée pour se protéger les yeux des phares aveuglants d'une voiture qui arrivait en sens inverse. Voyant que je ne réagissais pas, elle enchaîna. À mon avis, ils ne savent pas de quoi elle est morte. Je te parie que c'est pour ça que la date de son enterrement n'a pas encore été fixée. Mes mains se crispèrent sur le volant. Je lançai un regard ahuri à Emma. Tu ne vas pas me dire que tu espionnes cette pauvre fille? Non, mais je regarde les infos à la télé. Je suis privée de sortie, je te rappelle. Je n'ai rien d'autre à faire. Et puis, il s'agit des événements les plus étranges qu'ils soient jamais arrivés par ici. Et le fait que tu en aies prédit un est encore plus bizarre. Je remis mon clignotant et forçant ma main à desserrer son étau sur le volant, je quittai brusquement la route pour m'engager sur la bretelle d'accès. Mes prémonitions, je ne voulais plus y penser, encore moins en discuter. Tu n'as aucune preuve qu'il existe un rapport entre les deux décès. Ce n'est pas comme si elles avaient été assassinées. En tout cas, pas la fille d'Arlington, puisque Mike l'a vue mourir. Elle aurait pu être empoisonnée, insista Emma. Je ralentis avant de tourner dans sa rue, puis, sans tenir compte de sa remarque, je poursuivis. Et même si elles sont liées, elles n'ont rien à voir avec nous. Tu savais que la première allait mourir? Ouais, et j'espère bien que cela ne se reproduira plus jamais. Emma ébaucha une grimace de mécontentement, mais abandonna la partie. Après l'avoir déposée chez elle, je me garai sur un parking désert au bout de la rue et appelai Nash. Allô? J'entendis, en bruit de fond, des cris et des coups de feu jusqu'à ce qu'il baisse le son de son téléviseur. Salut, c'est Kaylee. Je te dérange? Non, justement, je cherchais une excuse pour ne pas faire mes devoirs. Que se passe-t-il? Le regard braqué sur les ténèbres qui m'enveloppaient, je tâchais de rassembler mon courage. Le temps de quelques battements, mon cœur sembla défaillir. Kaylee, tu es là? Oui, réussis-je enfin à articuler. Je fermai les yeux et expulsai de force les mots de ma gorge avant qu'elle ne se paralyse pour de bon. Est-ce que je pourrais utiliser ton ordinateur? J'ai besoin de vérifier quelque chose, mais à la maison c'est impossible. Sophie est tout le temps en train de fourrer son nez dans mes affaires. Sans compter que je ne voulais pas non plus risquer que ma tante déboule dans ma chambre sans frapper, sous prétexte de m'apporter mon linge propre, comme elle en avait l'habitude, et découvre ce que je cherchais sur le net. Bien sûr, pas de problème, répondit Nash. C'est alors qu'un doute affreux m'assaillit. Je devais à tout prix éviter de me retrouver seule avec Nash chez lui. Encore cette fichue question de volonté. Il éclata de rire, comme s'il avait deviné mes pensées, ou les avait déchiffrées dans la nervosité
de sa mère était stationné dans l'allée. Mais cette fois, la portière était fermée et l'intérieur plongeait dans le noir. Je traversai le petit jardin soigneusement entretenu et gravis le perron. Nash ouvrit la porte avant que j'aie eu le temps de frapper. « Salut, entre !» Il me prit les poissons des mains et tint la porte ouverte pour m'inviter à pénétrer dans une salle de séjour sobrement décorée. Il posa les gobelets sur une table basse et attendit, les mains dans les poches, que j'ai fini de regarder autour de moi. Les meubles de sa mère n'étaient pas neufs ni aussi élégants que ceux de Tante Val, mais ils avaient l'air beaucoup plus confortables. Le parquet était usé mais impeccable, et toute la maison sentait le cookie aux pépites de chocolat. Je crus tout d'abord que cette odeur provenait d'une bougie, comme celle que Tante Val allumait au moment de Noël pour donner l'illusion qu'elle savait confectionner des gâteaux. Puis j'entendis la porte d'un four s'ouvrir en grinçant, et le délicieux arôme de biscuits s'accentua. Madame Hudson était bel et bien en train de faire cuire des gâteaux secs. Me retournant vers Nash, je surpris son regard cloué sur mon polo, un regard plus amusé que réellement intéressé. Je pris alors conscience que je portais toujours mon uniforme du Cinemark. Tu parles d'une tenue de circonstance, Kaylee. Devant mon air embarrassé, Nash rit, puis me désigna le couloir étroit qui partait du séjour. Viens. Mais avant qu'il n'ait fait 2 pas, la porte battante qui donnait dans la cuisine s'ouvrit, et une femme mince et élancée apparut dans l'encadrement, pieds nus et vêtue d'un jean boulant et d'un t-shirt bleu à côtes. Je ne sais pas trop à quoi je m'étais attendue concernant la mère de Nash, mais en tout cas, pas à cette femme si jeune, dans les 30 ans. Or, il était impossible qu'elle ait cet âge-là, puisque Nash lui-même avait 18 ans. Elle portait ses longs cheveux blonds foncés et bouclés, relevés en une queue de cheval toute simple, et des frisettes qui s'en étaient échappées encadraient son visage. Elle aurait pu être la sœur aînée de Nash, une sœur aînée très sexy. Tante Val l'aurait détestée. Lorsque le regard de Madame Hudson croisa le mien, le monde sembla s'arrêter de tourner. Ou plutôt, ce fut elle qui se figea, complètement, à croire qu'elle avait cessé de respirer. J'ai supposé que, de mon côté, je n'étais pas non plus telle qu'elle m'avait imaginée. Toutes les ex-petites amies de Nash étaient superbes, et j'étais prête à parier qu'aucune d'elles ne s'était jamais présentée chez lui, dans un polo mauve informe, avec le logo du Cinemark brodé sur l'épaule. Quoi qu'il en soit, l'intensité avec laquelle elle me dévisagea me rendit nerveuse, comme si elle avait cherché à lire dans mes pensées. J'éprouvai immédiatement une envie irrépressible de fermer les yeux, au cas où tel aurait été le cas. Au lieu de quoi, cramponnée des 2 mains à mon sac de sandwich, je la fixai à mon tour, sans ciller. Après tout, je ne percevais aucune malveillance dans son regard, seulement une très vive curiosité. Au bout de quelques secondes d'un silence pesant, elle me gratifia d'un sourire éclatant. Sourire qui n'avait rien de maternel, et hocha la tête comme si elle approuvait ce qu'elle avait discerné en moi. « Bonjour Kaylee, je m'appelle Harmonie. » La mère de Nash essuya sa main droite sur son jean, y laissant au passage la trace de ses doigts enfarinés. Puis s'avança en me l'attendant. Je la lui serrai sans hésiter. « J'ai tellement entendu parler de toi, me dit-elle. Je suis très contente de pouvoir enfin te rencontrer. » Pouvoir enfin me rencontrer. Tournant les yeux vers Nash, je le vis fusiller sa mère du regard, et j'eus la nette impression qu'une seconde plus tôt, je l'aurais surpris en train de lui faire signe de se taire. Quelque chose m'avait-il échappé. « Je suis aussi très heureuse de faire votre connaissance, Madame Hudson, » répondis-je, me retenant à grand-peine de m'essuyer la main sur mon pantalon de travail. Son sourire s'adoucit. « Pas la peine de me donner du madame, » rétorqua-t-elle, sans me quitter des yeux. « Je vis seule avec un âge depuis longtemps. Mais toi, Kaylee, parle-moi de tes parents. » Nash enveloppa ma main dans la sienne.
Je le laissais m'attirer contre lui. Kaylee a besoin d'emprunter mon ordinateur. Nous allons grignoter en travaillant. L'espace d'un instant, Madame Hudson sembla sur le point d'objecter. Puis elle décocha à son fils un sourire sévère. Laissait la porte ouverte. Nash marmonna un vague assentiment, puis se remit en route dans le petit couloir sombre. Sans un mot, je le suivis, le sac de sandwich serré contre mon cœur. La chambre de Nash était simple et confortable. Elle me plut d'emblée. Le lit était défait et le bureau encombré de CD, de jeux vidéo et de papier gras. La télévision était allumée, mais il appuya sur le bouton marche-arrêt et la scène de bagarre finale du dernier film de la trilogie Die Hard s'interrompit brusquement pour laisser place à un écran noir et silencieux. La chaise de son bureau était le seul siège dans la pièce et la canette de coca ouverte posée sur la table de travail indiquait clairement que c'était là qu'il était installé avant mon arrivée. Pendant quelques instants, je demeurai figé, pareil à un lapin tenu dans le viseur d'un fusil, regardant fixement le lit, le seul endroit où je pouvais m'asseoir, tandis que mon pouls battait furieusement dans mes oreilles. Avec une mimique amusée, Nash repoussa la porte, ne la laissant entrepailler que de quelques centimètres, et de sa main libre me désigna le lit. « N'aie pas peur, il ne va pas se replier contre le mur. » C'était plutôt de m'y voir englouti qui m'inquiétait. Qui plus est, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de filles s'étaient déjà assises là avant moi. Pour finir, ne sachant plus où me mettre, je poussai de côté un manuel de chimie resté fermé, m'assis sur le bord du lit et entrepris de fouiller dans le sac en papier. « Tiens, dis-je en lui tendant un hamburger et un sachet de frites. » Après avoir posé la nourriture sur son bureau, il se cala dans son fauteuil et agita légèrement la souris pour allumer l'écran de son ordinateur. « Qu'est-ce que tu cherches au juste ?» demanda-t-il, avant d'enfourner une frite dans sa bouche. Tout en déballant mon hamburger, je réfléchis à la meilleure façon de formuler ma réponse. Malheureusement, il n'y avait pas de manière plaisante d'annoncer ce que j'avais à dire. Une autre fille est morte ce soir, au Cinemark d'Arlington. Un des types avec lesquels je travaille a tout vu. Il dit qu'elle est tombée raide morte d'un seul coup, un seau de pop-corn à la main. Nash plissa les yeux, comme pétrifié, en plein milieu d'une bouchée. « Sans blague, dit-il enfin, après avoir déglouti. Tu crois que ça a un rapport avec la fille du tabou ?» Je haussai les épaules. Je n'avais pas prévu celle-là, mais c'est encore plus incroyable que ce qui est arrivé dans la discothèque. J'ai besoin de connaître les détails. Histoire de me prouver à moi-même que les deux morts n'étaient pas aussi semblables qu'elles en avaient l'air. D'accord, attends une minute. Il tapa quelque chose dans la barre d'adresse et un moteur de recherche s'afficha à l'écran. Arlington, tu dis ? Ouais, répondis-je, la bouche pleine d'un gros morceau de hamburger. Sans cesser de manger, Nash se mit à pianoter sur son clavier et divers liens hypertextes commencèrent à remplir la fenêtre. Il cliqua sur le premier. Voilà ce qu'il nous faut. Il s'agissait du site web d'une chaîne d'information de Dallas, celle-là même qui avait diffusé le reportage sur Heidi Anderson la veille. Je m'approchai pour regarder par-dessus son épaule. Il sentait toujours aussi bon. Il se mit à lire à voix haute. Les autorités locales demeurent perplexes devant le décès d'une adolescente originaire de la région métropolitaine de Dallas. Il s'agit en effet du deuxième en 2 jours. En fin d'après-midi, la jeune Alyssa Baker, âgée de 15 ans, est morte dans le hall du Cinemark du centre commercial des Six Flags. La police, qui n'a pas encore déterminé avec certitude la cause du décès, a cependant exclu que la drogue ou l'alcool soit en cause. Selon les déclarations d'un témoin, la jeune fille est tombée raide morte devant la caisse du cinéma. Une cérémonie funéraire sera célébrée demain au lycée Stephen F. Austin, où Alison Baker était élève de seconde et faisait partie de l'équipe des
une jolie jeune fille aux longs cheveux bruns et raides et aux traits expressifs. Qu'est-ce que tu en penses ? Poussant un soupir, je me laissai aller en arrière sur le bord du lit. Ni la lecture de l'article, ni le fait de voir le portrait de la fille qui venait de mourir n'avaient répondu à mes interrogations. Mais lui donner un nom et un visage, cela me rendait, hélas, sa mort infiniment plus réelle. Je ne sais pas, elle ne ressemble pas à Heidi Anderson. Pour commencer, elle a 4 ans de moins, et elle n'avait pas bu. Et je n'ai eu aucune prémonition de ce qui allait se passer. N'ayant plus faim, j'enveloppai le reste de mon hamburger et le remis dans le sac en papier. La seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les deux mortes en public, et sans cause apparente. Nash jeta un regard sur le sac que je tenais toujours sur mes genoux. « Tu vas le finir ?» Je lui tendis le hamburger. Ces paroles continuaient de résonner dans ma tête. Il avait mis en plein dans le mille et m'avait atteinte droit au cœur. Heidi et Allison étaient toutes deux littéralement tombées mortes d'un seul coup, sans signe avant-coureur, sans maladie ni blessure d'aucune sorte, et j'avais pressenti la mort d'Heidi. Si j'avais été présente au moment où Allison commandait son popcorn, aurais-je eu l'intuition de sa mort prochaine ? Et dans ce cas, cela aurait-il servi à quelque chose que je la prévienne ? Je m'installai au milieu du lit et repliai mes jambes contre ma poitrine. Mon sentiment de culpabilité au sujet de Heidi enflait en moi, comme une éponge qui se gorge d'eau. L'avais-je laissé mourir ? Nash jeta l'emballage du hamburger dans le sac en papier et fit pivoter le fauteuil de son bureau face au lit. Quand il vit la tête que je faisais, il se pencha, l'air concerné, vers moi et me dégagea le visage. « Kaylee, il n'y avait rien que tu puisses faire. Mes pensées étaient-elles donc si évidentes ? En tout cas, malgré la sollicitude de Nash, ses adorables fossettes et le côté sexy que lui donnait sa barbe de fin de journée, je ne réussis même pas à esquisser un sourire. « Ça, tu n'en sais rien, » lui répondis-je. L'espace d'un instant, je crus qu'il allait riposter, mais il sourit d'un air entendu en plantant son regard dans le mien. « Ce que je sais, par contre, c'est que tu as besoin de te détendre, de penser à autre chose qu'à la mort. » Sa voix sonnait comme un doux murmure à mon oreille. Il quitta son fauteuil pour venir s'asseoir à côté de moi sur le lit. Le matelas s'enfonça sous son poids. Sous le coup de l'excitation, ma respiration devint saccadée, mon pouls s'accéléra. Et à quoi devrais-je penser, d'après toi ? D'instinct, j'avais tellement baissé la voix que j'entendis à peine mes propres paroles. À moi, chuchota-t-il, à son tour. Il se pencha encore un peu pour effleurer mon oreille de ses lèvres. Son odeur m'enveloppa. Je sentis sa peau râpeuse contre ma joue. Tu devrais penser à moi. Il entrecroisa ses doigts avec les miens. Puis, avec lenteur, il s'écarta de mon oreille. Ses lèvres frôlèrent ma joue, le long de laquelle il fit couler une cascade de petits baisers. Mon cœur se mit à battre, de plus en plus fort. Les baisers se succédèrent jusqu'à ce que sa bouche rencontre la mienne, mordit doucement ma lèvre inférieure, l'agace sans jamais se fixer tout à fait. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait à intervalles précipités. Ma respiration devenait heurtée. Mon pouls s'emballait. Encore. Il m'entendit, s'était forcé. Il s'écarta juste le temps de croiser mon regard. Une lueur flamboyante dans les yeux. Je me rendis alors compte que lui aussi respirait plus vite. Ses doigts se serrèrent autour des miens et il glissa une main dans mes cheveux, juste au-dessus de ma nuque. Puis il m'embrassa pour de bon. Ma bouche s'ouvrit sous la sienne et son baiser se fit plus profond à mesure que je l'attirais à moi. Soudain dévoré d'une faim féroce pour quelque chose que je n'avais même jamais goûté. De ma main libre, j'explorais le contour de son bras, me délectant de cette force contenue que je sentais sous mes doigts. C'est alors que Nash s'écarta de nouveau et me fixa, le regard brûlant. L'intensité de son désir, sa profondeur étourdissante, me frappa avec la violence d'une vague qui s'abat sur le flanc d'un navire,
pensais plus à rien. Nash occupait à ce point mon esprit qu'il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit d'autre. C'est à cet instant précis que la porte de la chambre s'ouvrit à toute volée. Nash s'écarta avec une telle brusquerie que j'en restais le souffle coupé. Je clignai des yeux, émergeant peu à peu de la vague de sensations dans laquelle j'avais tellement envie de me laisser couler. Les joues en feu, je rajustai ma queue de cheval. Debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, une tache de chocolat fondue sur le revers de son chemisier, Madame Hudson nous regardait. Pas particulièrement fâchée ni étonnée, juste sérieuse. Que diriez-vous de dîner? Nash se frotta le visage de ses deux mains. Je restai assise, sans voix, en proie à une gêne comme je n'en avais jamais connue de toute ma vie. Malgré tout, je pouvais m'estimer heureuse que nous ayons été surpris par sa mère et non par mon oncle. Ça, je ne m'en serais jamais remise. Laissez la porte ouverte pour de bon cette fois, d'accord? Madame Hudson allait s'en retourner lorsque son regard tomba sur l'écran de l'ordinateur, sur lequel s'affichait toujours la photo d'Alison Baker. Un voile sombre obscurcit son visage. Peur ou inquiétude? Puis ses traits se durcirent lorsqu'elle releva les yeux sur son fils. « Qu'êtes-vous en train de comploter tous les deux ?» demanda-t-elle, ne faisant apparemment plus allusion à notre récente démonstration d'interaction sociale. « Rien, répondit Nash. Son visage était aussi expressif que celui de sa mère un instant plus tôt. Pourtant, je ne sus pas le déchiffrer, et la tension monta en flèche dans la chambre. « Je ferais mieux de partir, déclarai-je en me levant. Je fouillai dans mes poches à la recherche de mes clés. Non, objecta Nash en me saisissant par la main. Les traits de Madame Hudson s'adoucirent et toute la tension contenue dans l'air se dissipa du même coup. Tu n'as pas besoin de t'en aller, dit-elle. Reste avec nous pour manger quelques biscuits. Je vous demande seulement de ne pas fermer la porte. En prononçant ces derniers mots, elle posa sur Nash un regard appuyé. Il y répondit en levant les yeux au ciel et acquiesça d'un hochement de tête. Puis, se tournant vers moi, sa mère et lui attendirent ma décision. Merci, mais j'ai des devoirs à terminer. Surtout, la mère de Nash nous avait surpris en train de nous embrasser sur son lit. Pris sur le fait, alors pour moi, la soirée était fichue. Je ne me faisais pas d'illusions. Nash me raccompagna à ma voiture et m'embrassa une nouvelle fois. Son corps pressa le mien contre la portière du côté conducteur. Nos doigts s'entrecroisèrent. Ce fut dans un état proche de l'hébétitude que je rentrai chez moi. Je fonçai droit dans ma chambre, sans prêter la moindre attention aux sous-entendus peu subtils dont Sophie me gratifia dans une vaine tentative pour m'arracher des informations. Plus tard seulement, je devais prendre conscience que j'avais, en réalité, complètement oublié tout ce qui